aussi de vous être déplacé pour écouter parler de la paix, parce que c'est un thème effectivement très important et qui nous touche tous de manière extrêmement proche. Alors, parler de la paix par la négociation, ça suppose de resituer un peu cette question. Négocier pour faire la paix, c'est d'abord pas automatique. Tous les conflits ne se terminent pas par une négociation, bien loin s'en faut. Seul un tiers des conflits dans le monde se règlent par ce type de négociation. Et puis même quand on décide de négocier, c'est pas très facile. Parce que ça suppose d'abord de réunir un certain nombre d'éléments objectifs, rationnels. On ne négocie pas dans n'importe quel contexte. Il faut, je dirais malheureusement, une certaine forme de rapport de force. On ne négocie pas au début d'un conflit. On négocie à ce moment précis où les adversaires commencent à se demander si ils vont pouvoir gagner ou si la victoire ne sera pas trop difficile à obtenir. On ne négocie pas non plus avec n'importe qui. Souvent, les négociations réussies sont l'espèce de miracle. La réunion d'acteurs particulièrement remarquables, particulièrement motivés et particulièrement clairvoyants qui ont compris que c'était la paix qui devait s'imposer. Et puis, on ne négocie pas non plus sans se poser la question de comment négocier, comment faire la paix. Et ça suppose une ingénierie constitutionnelle, juridique, ça suppose de rebâtir le cadre du pays dans lequel s'est déroulée la guerre, ça suppose, bref, de donner au pays dans lequel la guerre s'est mise en place une structure différente. Mais ces conditions rationnelles, même quand elles sont toutes réunies, ne suffisent pas toujours, et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, cette espèce d'élément supplémentaire, ce préalable nécessaire à la négociation de paix. Et ce préalable, il est, me semble-t-il, contenu dans un travail sur soi, non seulement des négociateurs, qui doivent prendre conscience de ce qu'est vraiment, et de ce que représente vraiment la négociation, et de tous ceux qui les accompagnent, qui les soutiennent, et même simplement de ceux qui espèrent, qui se sont battus et qui voudraient voir la paix arriver. Alors ce travail sur soi, il est d'autant plus important que si on regarde un conflit, on s'aperçoit qu'un conflit, c'est une histoire collective, c'est une histoire structurée. Mais c'est aussi la conjonction de centaines, de milliers d'histoires individuelles. Et ces histoires individuelles, dans le conflit, elles vont venir l'alimenter, elles vont venir le fabriquer et elles vont venir aussi le perturber. Ces histoires individuelles, ce sont les histoires des combattants, mais ce sont les histoires des émotions ressenties. Et c'est peut-être là la chose qui me paraît, au fond, aujourd'hui la plus importante. Voilà 3 ans que je travaille sur la résolution du conflit basque. Voilà 3 ans que j'étudie, que je travaille comme un universitaire, au fond, est censé travailler, comme un expert, et serait éventuellement censé travailler. Mais ce n'est pas suffisant. Je m'aperçois que la réalité du conflit, elle est aussi beaucoup dans les rencontres, elle est aussi beaucoup dans l'intimité, elle est aussi beaucoup dans les sentiments. Et je crois que ce sont de ces sentiments-là qu'il faut parler aujourd'hui. Parce que, et pour résumer les choses, car on pourrait en parler évidemment des heures, pour qu'une négociation ait une chance de réussir, il faut que les négociateurs, il faut que les participants, il faut que les protagonistes aient conscience qu'elle suppose la conjonction de 2 sentiments, de 2 attitudes. Elle suppose pour le négociateur de rompre avec son passé et elle suppose pour le négociateur de faire face à son histoire. Rompre d'abord avec son passé. Quand on rentre dans la négociation, ce n'est pas pour continuer la guerre. La négociation, c'est d'abord une rupture. Rupture d'abord par rapport à ses objectifs. On ne peut pas aller raisonnablement dans une négociation si ce que l'on y recherche est ce que l'on a tenté d'obtenir par les armes. La négociation, ce n'est pas la poursuite de la guerre par d'autres moyens, c'est au contraire la mise en place d'une activité qui est exactement le contraire de la guerre, c'est-à-dire la recherche d'un compromis. Ce compromis doit nécessairement passer par des concessions. Elles ne sont pas faciles. Évidemment, on va tenter d'obtenir les concessions les plus favorables pour soi de la part de son ancien adversaire, mais c'est la recherche du compromis qui est le premier signe de la rupture. Le négociateur, il doit aussi rompre, non seulement avec ses objectifs, mais avec sa représentation du monde. La négociation, c'est aller parler avec des gens que l'on considérait comme suffisamment détestables, suffisamment méprisables et suffisamment dangereux pour qu'on ait eu envie de les tuer. Il s'agit de parler à ses meilleurs ennemis. Il n'y a pas de négociation qui peut déroger à ce principe. On l'a entendu des dizaines de fois, on ne négocie pas avec les terroristes, mais avec qui donc voulez-vous négocier ? La négociation se fait avec ceux que vous détestez, avec ceux que vous combattez, parce que si vous obtenez un accord, alors cet accord-là
pourra être effectivement appliqué et cet accord-là pourra être porteur d'une paix durable. Et puis, la négociation, ça suppose aussi de rompre, je dirais, avec ses certitudes. Faire la guerre, au fond, c'est une activité assez sécurisée. On tente de prendre le pas sur son adversaire, de le dominer, de l'écraser, et on a le contrôle de la situation. Seul le rapport de force vous guide. La négociation, c'est différent. Vous devez d'abord vous abandonner à l'idée même du compromis. Et bâtir un compromis, c'est bâtir un accord dont personne, et donc pas vous, serait capable de déterminer quel sera son futur. Lors de la négociation qui a rassemblé Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou en Nouvelle-Calédonie, à la fin de cette négociation, et l'un et l'autre l'ont dit, je pense, moi, disait Tjibaou, que cet accord me permettra d'obtenir l'indépendance. Mais je sais très bien que Lafleur pense que cet accord permettra à la Nouvelle-Calédonie de rester dans la France. Je prends le risque. Et la négociation, c'est s'abandonner, c'est prendre le risque. S'abandonner à un futur incertain, et c'est aussi s'abandonner au médiateur, car la négociation, ce n'est plus une relation binaire, c'est une relation entre trois personnes, les anciens adversaires et le médiateur chargé de les mettre en contact. Et ce médiateur, il vous guide, il vous oriente, parfois il vous manipule, et vous devez bien accepter ce jeu-là. La négociation est donc faite de rupture, et cette rupture-là, elle n'est pas facile. Michel Rocard disait, dans son analyse des négociations de Nouvelle-Calédonie, négocier, c'est trahir. C'est trahir son camp, c'est trahir ce pourquoi on s'est battu, parce que l'on va accepter de renoncer à des choses pour lesquelles on s'est battu. Et ce n'est pas facile pour la génération qui va négocier de conduire cette action. C'est la première génération de combattants qui va accepter de ne plus être des martyrs, des héros, mais simplement ceux qui auront mis fin au conflit en renonçant à des objectifs pour lesquels un certain nombre de leurs camarades sont morts. Donc, essentiel, la rupture comme préalable psychologique de la négociation. Mais l'idée de rupture ne me paraît pas suffisante. Pour qu'une négociation puisse avoir une chance, puisse se dérouler dans des conditions favorables, il faut aussi que ceux qui y participent, et encore une fois, tous ceux qui les accompagnent, prennent conscience que la négociation est un moment capital de courage parce qu'elle implique pour eux de faire face à une nouvelle réalité. La négociation ouvre une nouvelle réalité à laquelle il va falloir faire face. Faire face d'abord à sa propre souffrance. Badinter l'avait clairement dit pour la Yougoslavie, pas de paix sans justice. Et Mandela pouvait compléter en disant pas de paix sans réconciliation. Pour qu'il y ait justice, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait vérité. Il faut que l'on sache à la fin du conflit ce qu'il s'y est passé. Il faut donc pour le négociateur et pour son camp qu'il accepte à la fois de dire ce qu'il a souffert, le traumatisme qu'il a subi, qu'il puisse raconter la torture, qu'il puisse raconter la mort de ses frères, qu'il puisse raconter toutes ces indicibles souffrances, mais qu'il puisse aussi raconter et entendre le sacrifice et le traumatisme qu'il a causé, qu'il puisse entendre la douleur de ses adversaires, qu'il puisse entendre ces actes qu'il a faits et par lesquels d'autres ont souffert. On a le droit, à la fin d'un conflit, d'imaginer une amnistie. On a le droit de vouloir bâtir un futur en n'envoyant pas en prison ceux qui ont participé au conflit, parce qu'on a besoin d'eux dans la nouvelle société que l'on compte bâtir. Mais l'amnistie, ça ne veut surtout pas dire l'amnésie. Et le devoir ici est d'abord un devoir de mémoire, un devoir de remémoration, un devoir de parole. Ça nécessite un courage extraordinaire, car les dommages causés sont parfois des dommages extrêmement difficiles pour lesquels on ne se remet véritablement jamais. Et puis, faire face, ce n'est pas uniquement faire face à son passé, c'est aussi faire face à ce que sera son avenir. Il faut imaginer, quand on est négociateur et quand on conduit un camp à la paix, ce que sera le futur des gens qui ont été dans votre camp. Car, paradoxalement, la vie d'un ancien combattant après le conflit n'est pas une vie idéale. Il y perd beaucoup de choses. Il y perd d'abord ses objectifs. La nouvelle vie qu'il va avoir sera une vie sans ennemis, sans camarades. Il va falloir qu'il arrive à se déterminer seul, à trouver une nouvelle identité qui n'est pas une identité basée sur la solidarité des combats et l'antagonisme vis-à-vis de l'adversaire. Il va découvrir aussi une nouvelle vie sans gloire, car, et nous le savons tous, la vie normale, la vie de paix, c'est une vie heureuse, c'est une vie tranquille, c'est parfois une vie décevante, c'est parfois une vie banale, c'est même quelquefois une vie sordide. Il n'est pas toujours simple de passer de la quête de l'héroïsme
à la gestion quotidienne du sordide et de la banalité. Et puis c'est une vie pour le futur combattant qui sera une vie sans statut. Il était combattant, il portait une arme, il agissait sur le monde qui l'entourait, il redevient un anonyme. J'ai souvenir d'un extrait d'un merveilleux roman de Sorge Chalandon, qui parle du conflit irlandais, où il fait dire à un de ses personnages, mais la paix pour moi ça a été douloureux. J'étais lieutenant dans les commandos de l'IRA, tout le monde me connaissait dans Belfast. J'ai participé au combat, j'étais aux côtés de Bobby Sands quand il est mort, j'ai soutenu sa famille. Et maintenant que la paix est arrivée, je suis un gardien de parking. Je travaille la nuit et j'ai à régler les acrimonies des clients qui ne trouvent pas de place. Ma vie est devenue banale. Je ne suis plus personne. Il faut aussi penser à ça quand on rentre dans la négociation. Il faut aussi penser à ce courage-là, acceptant de perdre son statut de combattant. Alors voilà, très rapidement, ce que je voulais vous dire. Il y aurait évidemment des dizaines d'autres choses à dire. Et j'ai bien conscience que ce que je vous ai dit n'est qu'au fond la conséquence d'un ressenti, d'une passion, d'une émotion. Mais je crois que cette passion, cette émotion, elle n'est pas complètement fausse. Et elle correspond à une certaine forme de réalité. J'ai souvenir, pour conclure cette intervention, j'ai souvenir d'une phrase d'Adam Michnik, qui est un des héros du syndicat Solidarité et qui a négocié avec le général Jaruzelski l'accord de transition, celui qui a fait que la démocratie s'installe en Pologne. Et Michnik disait à propos de l'accord, avant, tout était simple. Il y avait eux et nous, les communistes et Solidarité, le bien, le mal, le diable et le bon Dieu. Aujourd'hui, le mal et le bien, l'ange et le démon sont au cœur de nous. Et c'est à nous d'en trouver la bonne direction. C'est à nous de trouver la nouvelle culture pour pacifier nos relations. C'est à nous de trouver la nouvelle culture de paix.